Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct pour ce webinaire de You Know Why avec l'UGAP et SCC France consacré à cette thématique des écrans et des jeunes quand le numérique devient un allié pédagogique pour nos élèves. Alors, on va poser le contexte assez rapidement. C'est vrai que ce soit dans le monde de la presse, dans les médias ou bien dans le monde politique, on a parfois tendance à diaboliser le monde du numérique vis-à-vis des plus jeunes, une génération hyper connectée. Vous le verrez, on va parler des chiffres dans quelques instants. 4 à 6 heures d'écran par jour, selon une étude de Santé publique France. Le numérique aujourd'hui est partout, peut faire peur, peut entraîner même parfois des retards dans le développement des plus jeunes, mais pour autant, il est un allié précieux dans le monde de l'éducation. Et là aussi, les études le montrent, puisque des élèves qui utilisent régulièrement des outils numériques en classe augmentent de 12% leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Alors le débat est ouvert et on va tenter d'y répondre. Comment faire de l'usage du numérique à l'école une pratique qui soit au service des plus jeunes et des moins jeunes même, et puis surtout quelles sont les limites à fixer et comment mettre en place des projets numériques dans les établissements scolaires. Pour répondre à toutes ces questions et à toutes vos questions, j'y reviens dans un instant. J'ai le plaisir d'accueillir Hélène Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'offre éducation chez You Know Why. En face de vous, nous sommes avec Ludovic Olive, bonjour. Bonjour Guillaume. Chef de produit référent IT à l'UGAP. Et puis nous sommes également avec Eric Thomas, bonjour. Bonjour. Responsable éducation à SCC France. Voilà pour nos experts du jour qui vont se présenter dans un instant. Vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous le voulez. Ça se passe sur la plateforme GoToWebinar. Pour ça, vous avez une section questions sur le côté et vous pouvez tout simplement poser vos questions. On y répond à la fin de ce webinaire, puisqu'on est en direct, il est midi 3 ou en replay si vous nous regardez après, mais en tout cas à l'instant T, nous sommes en direct, donc les questions nous arriveront directement et elles peuvent être de tout type, soit pour participer au débat qu'on va avoir, soit pour poser des questions vraiment très pratiques sur la mise en place de projets numériques au sein de vos établissements. Ceci étant dit, je vais me retourner à nouveau vers nos intervenants pour qu'ils puissent présenter un petit peu les structures dans lesquelles ils interviennent, que vous sachiez qui parle, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Hélène, je commence avec vous. You Know Why, entreprise dédiée à l'éducation. Absolument. Donc, nous sommes la première EdTech de France. On a une gamme de solutions numériques complètes, que ce soit du matériel, du logiciel, de l'accompagnement des services et même de la formation. Et même School TV, une chaîne dédiée à l'éducation. Donc, on est une ETI de 200 collaborateurs avec 400 collectivités qui nous font confiance. Et nous sommes 100% dédiés à l'éducation. On a tous nos projets qui ont été construits et élaborés au départ de notre entreprise avec le projet TED et en partenariat avec des universités, les collectivités, le ministère. Et on continue aujourd'hui encore de foisonner au campus, sur notre campus, pour construire nos solutions d'aujourd'hui et de demain. Et ben voilà, et on rentrera dans le vif du sujet des solutions justement dans un instant. Avant cela, Ludovic Olive, l'UGAP, groupement des achats, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Nous sommes la centrale d'achat nationale public et européen, sous tutelle du ministère du Budget et de l'Éducation nationale, dont notre métier, c'est achat pour revendre, mettre à disposition des appels d'offres publics à destination de tous les acheteurs publics. Eric Thomas, SCC France, l'intégration de solutions numériques, entre autres. C'est ça, donc c'est une grande entreprise, on est 3000 personnes spécialisées dans les technologies de l'information. On est répartis sur tout le territoire au travers de 14 agences. Et voilà, et on a aussi bien des ingénieurs que des techniciens pour le déploiement, que des formateurs, et on s'appuie sur nos partenaires, You Know Why, et sur les marchés UGAP pour déployer ces offres dans les établissements scolaires. En janvier 2024, le président de la République, Emmanuel Macron, initie une grande enquête, un rapport enfants et écran à la recherche du temps perdu. L'objectif est de faire un état des lieux très concret sur ce qu'il se passe, sur le rapport qu'entretiennent les plus jeunes avec les outils numériques. De ce rapport, je vais vous proposer une synthèse assez rapide, mais qui permet de placer les enjeux du débat et des échanges que nous allons avoir. 29 propositions, 6 axes, c'est ce qu'a formulé cette commission qui s'est réunie et qui a surtout auditionner. D'abord des constats sur l'usage grand public. Les chiffres, 4 heures et 11 minutes par jour, c'est le temps passé par les enfants de moins de 15 ans à partir de
15 ans jusqu'à 17 ans, on passe à 5 heures par jour. La conséquence, vous la connaissez, c'est la sédentarité. On reste de plus en plus longtemps chez soi, on fait moins d'activité physique avec les problèmes que l'on connaît, l'obésité entre autres, le déficit de sommeil et même des problèmes de vue. Réseaux sociaux et attention, c'est l'un des autres points très poignants de ce rapport. Les réseaux sociaux perturbent évidemment les capacités d'attention des plus jeunes et les exposent également à des contenus inappropriés, de la violence, de la pornographie, souvent visionnée beaucoup trop tôt, 9 ans, l'âge moyen d'exposition au premier contenu pornographique. Tout ça, évidemment, a des conséquences sur l'équilibre psychologique des enfants. Alors, quelles recommandations pour le grand public? D'abord, pas d'exposition aux écrans pour les moins de 3 ans, une utilisation limitée et supervisée jusqu'à 6 ans, une exposition modérée à partir de 6 ans, pas de téléphone avant l'âge de 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Et une fois qu'on installe des réseaux sociaux, se pencher sur l'éthicité ou le côté éthique, je vais le dire comme ça, de ces réseaux sociaux. Ça, c'est pour l'usage grand public. Ceci étant dit, un focus aussi dans ce rapport sur les usages éducatifs. Et là, le chiffre, il est plutôt intéressant. 98% des établissements publics du second degré disposent de salles informatiques, mais dans les écoles, dans le primaire, on a seulement 50% des enseignants du premier degré qui utilisent le numérique en classe pour leurs cours. Et puis, il y a des inégalités. Le capital numérique des élèves peut varier en fonction de l'origine sociale. 34% des collégiens du privé, par exemple, ont leur propre ordinateur, contre seulement 26% dans les établissements en éducation prioritaire. Pour ce qui est des compétences numériques, les élèves français sont assez faibles et les enseignants eux-mêmes ont développé leurs compétences, surtout depuis la crise sanitaire. Près de 80% des enseignants estiment ainsi que le confinement a eu un impact positif sur leur innovation pédagogique. Alors, à ce moment précis, la Commission n'a pas de consensus sur le niveau d'intégration optimale des outils numériques à l'école. Le numérique est bon dans l'éducation, mais il est crucial de former les élèves pour assurer une continuité dans les apprentissages. Les recommandations spécifiques pour le cadre scolaire: pas d'écran en maternelle sauf pour les enfants qui ont des besoins particuliers, une limitation des équipements individuels en école élémentaire où les écrans ludiques doivent être évités, une formation renforcée des enseignants pour l'usage pédagogique des outils numériques, la séparation stricte entre usage récréatif et pédagogique des écrans, le fameux droit à la déconnexion, et puis protection des établissements scolaires contre les contenus illicites. Vous l'avez sans doute suivi à l'automne dernier, et même pendant l'hiver, Pronote, les ENT, tout ça s'est mis à envoyer des messages assez alarmants. Il convient donc de mieux veiller à la sécurité. Voilà, en 1 minute 30, vous avez eu les points saillants de ce rapport, que je vous invite d'ailleurs à consulter. Ceci étant dit, Ludovic Olive, ce rapport, il semble pointer du doigt une forme de surexposition des jeunes aux écrans. Quelle est votre vision à l'UGAP? Est-ce qu'on parle ici d'une volonté de freiner peut-être l'introduction du numérique à l'école, ou est-ce qu'il faut un usage raisonné? Alors, il faut un usage raisonné, clairement, et surtout, nous suivons les recommandations de notre tutelle, la direction numérique éducative, et d'ailleurs, lors du discours de la rentrée scolaire, donc conférence de presse du 27 août de Madame la ministre Nicole Belloubet, elle a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de réfuter l'utilisation pédagogique numérique, parce que les outils numériques peuvent avoir justement des effets précieux dans la remédiation. Et surtout, dans le numérique, c'est d'avoir un accompagnement aussi sur une feuille de route sur l'IA, l'utilisation de l'IA, tout en respectant le côté éthique de l'IA, pour justement que les professeurs puissent l'utiliser et que les outils puissent être appropriés aussi par les jeunes. Et la première mesure de Madame la ministre, c'était clair, c'est l'interdiction. L'interdiction, c'est de bloquer les téléphones portables dans 200 collèges pilotes à la rentrée scolaire, donc qui a eu lieu, donc des écoles qui sont volontaires. Et si le dispositif est concluant, il sera justement élargi à partir de janvier 2025. Donc première mesure du stop à l'écran, on va dire, pour justement répondre au comité scientifique du rapport commandé par le président de la République. Vous jouez au sein de l'UGAP un rôle clé dans la fourniture d'équipements numériques dans les écoles. Comment vous vous assurez justement que les équipements que vous fournissez répondent à ces recommandations? Alors justement, comme je vous disais, on s'appuie uniquement sur notre tutelle, donc la direction numérique éducative. Nous faisons en amont des appels d'offres, donc des réunions de sourcing, on leur expose les cahiers des charges
qu'on veut mettre en place. On leur demande justement si on n'a rien oublié, si c'est conforme justement à la politique du ministère que souhaite mettre le ministère au niveau national. Et nous publions ces appels d'offres pour les mettre à disposition. Et le gros avantage que nous avons, c'est que tous les appels d'offres que nous avons dans l'éducation à l'UGAP, surtout numérique, ont été validés par notre direction numérique éducative. Au sein de You Know Why, Hélène Bélanger, comment vous collaborez justement avec les écoles pour que les outils que vous proposez soient bien adaptés à ces questions d'usage et de temps ? En fait, le mérite de la commission écran, c'est qu'elle a mis en lumière les risques liés à l'exposition des jeunes aux écrans. Et on n'a pas attendu la commission écran pour mobiliser sur l'exposition aux enfants. En fait, You Know Why, on fait que du numérique éducatif. On est confronté à ces questions-là depuis bien longtemps. Et on est en première ligne face à ces inquiétudes. La meilleure façon d'accompagner cela, c'est de protéger les enfants et les élèves que l'on a sur le territoire avec le bon matériel adapté, les bonnes ressources, les actions de terrain, les partenariats que nous on construit avec l'UGAP, SCC et toutes les applications par exemple qu'on met à disposition et surtout la formation aux enseignants. En fait, You Know Why se réjouit que la commission écran distingue les usages récréatifs des usages pédagogiques. Pour nous, c'est fondamental, en fait, cette approche. De même, vous l'avez évoqué, Guillaume, le mythe des digital natives. On a parlé des téléphones. On pense que les élèves savent déjà utiliser le numérique. Est-ce qu'ils savent bien l'utiliser? Comment l'utiliser? Un certain nombre de lycéens, j'en ai 47% dans l'étude qui disent qu'ils estiment difficile de détecter des fake news sur les réseaux sociaux. Et donc, malgré la prégnance des outils au quotidien, ils ne savent pas bien l'utiliser. Donc, moi, je crois que notre action sur le terrain nous permettra aux générations en cours et futures de ne pas avoir les mêmes usages que nous, on a parfois récréatifs sur les outils. Et il faut consolider les connaissances numériques en ce sens. Et donc, nous, on accompagne sur les terrains les enseignants, les établissements, les académies, enfin, l'ensemble de l'écosystème à cela, en fait. Et c'est pour ça que You Know Why est une verticale éducation qui est dédiée à cela. Je finirai sur l'inclusion des élèves. Il y a 436 000 élèves aujourd'hui en situation de handicap. Il y a à peu près un élève sur 10 qui serait 10. Évidemment, le numérique aujourd'hui est une manière de les raccrocher à l'école. Et donc, ce que l'on croit pour You Know Why, c'est pas le tout écran, voilà, malgré qu'on soit fabricant d'écran, mais c'est aussi des applications pédagogiques, des modalités d'apprentissage, la formation des enseignants, je le répète, et c'est ça que l'on accompagne au quotidien, et c'est ça, ce à quoi on croit. Et pour terminer, ce qu'il n'y a pas dans la commission écran et sur lequel nous, on se bat au quotidien, c'est la souveraineté numérique et le traitement des données scolaires. Vous avez évoqué les failles de sécurité. You Know Why, on est une entreprise française, on s'assure que ce soit de l'hébergement français, on n'a pas des futurs consommateurs, puisque notre marque elle a une notoriété au niveau de l'éducation, et on travaille au quotidien avec 400 collectivités qui nous connaissent et des départements, des régions, des villes de toute taille. Néanmoins, voilà, les élèves ne sont pas nos futurs consommateurs, et donc vous savez tout ce qui peut se dire sur les géants américains ou chinois. Fournir un outil numérique dans les écoles, et ben c'est aussi le futur de ces élèves, et c'est aussi comment on traite ces données-là. On va revenir dans quelques instants sur l'offre You Know Why plus en détail. Avant cela, Eric Thomas, SCC, vous intervenez au niveau de l'intégration technique. Et moi, il y a un point que j'ai trouvé intéressant, c'est sur cette notion, on parlait d'inclusion par rapport au handicap, mais l'inclusion sociale, en fait. C'est important aujourd'hui de pouvoir former ces générations-là à une bonne utilisation du numérique, parce que c'est ce qui va les guider dans la vie future et ce qui peut créer un clivage entre différentes catégories sociales. Oui, alors nous, de notre côté, effectivement, donc, on se pose en facilitateur, c'est-à-dire qu'on est donc une grande équipe répartie en France, et effectivement, on a une priorité un petit peu RSE, et dans RSE, il y a effectivement cette notion environnementale et cycle de vie des équipements, mais il y a aussi la façon dont on peut intervenir, typiquement avec des entreprises adaptées, pour que ces projets-là soient aussi des façons d'aider des populations loin de l'emploi ou en situation de handicap à s'intégrer. C'est vraiment de l'inclusion. Donc effectivement, on a des projets, je peux prendre un exemple côté RSE.
assez récent pendant les JO. Donc c'était un changement de conception, je pense, des JO par rapport aux équipements électroniques. C'est-à-dire qu'on a distribué quelque chose comme 70 000 devices, donc des écrans aux imprimantes en passant par les téléphones qui bipaient les billets. Et tout ce matériel-là a été mis à disposition pendant le temps des JO au COJOP et ensuite repris, reconditionné et va avoir une nouvelle vie. Donc ça, c'est un exemple. Et on va peut-être retrouver certains des écrans des JO dans les salles de classe pour leur deuxième vie. Pas. Donc là, ça se joue en ce moment. Hein, où va aller ce matériel? On a évidemment des pistes et c'est des choses qui sont lancées. Donc ça, c'est côté environnement. Alors l'environnement, ça peut être aussi à notre échelle des livraisons qui se sont faites avec des camions au colza ou des livraisons d'établissements scolaires avec des voitures, des véhicules électriques. Tout ça est important et nous permet d'ailleurs d'avoir un score EcoVadis parmi les 1% des entreprises en France les plus vertueuses. Et puis après, comme on le disait aussi, il y a les entreprises adaptées. Et donc, par exemple, s'appuyer sur des équipes de service desk qui sont des publics qu'on a aidés à s'intégrer avec des emplois, parfois aussi dans des zones difficile en termes de bassin d'emploi. Et puis, typiquement, oui, c'est ça, c'est utiliser quand c'est possible, plutôt ces entreprises pour accompagner les déploiements. Alors, on va parler de l'offre YouKnowWhy, revenir un peu plus dessus avec vous, Hélène Bélanger. Concrètement, vous proposez des solutions qui vont au-delà du simple équipement informatique. En quoi ça consiste ? Absolument. Donc, YouKnowWhy, c'est à la fois un matériel, donc de l'équipement tablette ou PC, une suite logicielle dédiée avant, pendant et après la classe et aussi au DSI des collectivités qui managent ce matériel. Et ensuite, une suite logicielle, un accompagnement et des services, qui sont dédiés au monde de l'éducation, c'est-à-dire des chefs de projet qui vont auprès de SCC sur le terrain accompagner le déploiement auprès des enseignants avec leurs particularités et leur finesse. On a quelques éléments qu'on va pouvoir regarder qui présentent justement un peu plus en détail. La régie va avancer pour qu'on puisse voir. Voilà, ça c'est les chiffres que vous nous avez présentés tout à l'heure. Et donc sur ces éléments de présentation. Ce que je disais, c'est qu'on a autant des grosses collectivités que des petites collectivités, vous pouvez le voir, qui sont sur tout le territoire. Donc l'offre School, c'est celle que je viens de présenter. Donc des ordinateurs, des tablettes, on a aussi toute une gamme de matériel et d'accessoires axés sur l'éducation. Le distributeur de tablettes qui permet de batterie qui permet par exemple aux élèves à continuer leurs usages en classe sans se brancher en classe, et puis des accessoires. La suite logicielle, donc, elle est composée du School MDM, donc les référents numériques ou les DSI des collectivités peuvent administrer le parc, et c'est une suite qui est complètement adaptée à l'administration fonctionnelle de l'éducation, qui est très particulière dans la manière de gérer le parc informatique. Une suite donc dédiée aux enseignants avec School Class, qui est du pilotage de classe, qui permet aux élèves, aux enseignants de suivre ce que font les élèves, par exemple, en classe, comment ils utilisent les outils, de couper les écrans lorsque c'est nécessaire, également en disant « je reprends la parole », par exemple, pour faire écho à ce qu'on a dit tout à l'heure. School Application, un catalogue applicatif qui sont des applications du marché éducatif, qui sont référencées d'ailleurs aussi au marché UGAP et qui permettent aux enseignants de choisir la bonne application. Il n'y a pas de récupération de données, une authentification unique, donc qui sécurise les enseignants dans leurs usages au quotidien. School Partage qui permet de faciliter les échanges de documents entre enseignants et élèves de manière sécurisée. Et on a également pensé aux parents, puisque sur tous nos matériels seront déployés School Protect, qui permet de gérer le temps d'écran, etc., autour du contrôle des usages. Et enfin, l'accompagnement, je l'évoquais, c'est de l'accompagnement du projet, de la phase de déploiement en lien avec nos distributeurs partenaires, et puis la communication sur le terrain pour la conduite du changement, la formation des enseignants. On est chez YouKnowWhy un centre de formation des enseignants, donc pour nous c'est extrêmement important de les accompagner dans la formation du numérique, et puis tout ce qui est support, assistance, chat, qui est aussi là fondamental pour accompagner dans la durée nos marchés et les élèves qui sont équipés. Voilà pour
pour cette présentation. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ça vaut le coup d'y revenir sur cette question de l'inclusivité pour les élèves en situation de handicap, puisque c'est l'une des difficultés, si ce n'est parfois la difficulté majeure dans le premier degré, pouvoir accompagner des élèves qui ont des difficultés multiples. On parle aussi bien d'élèves 10 que d'élèves qui sont porteurs de handicap parfois plus lourds. Là aussi, le numérique, c'est un vrai vecteur d'inclusivité, d'inclusion. Absolument. Donc, en fait, UNOI, par exemple, le catalogue applicatif que l'on a, les ressources, elles sont sourcées sur ce qu'il y a sur le marché. On a plus de 500 applications aujourd'hui référencées. Nous, on n'a pas à dire si c'est la meilleure ou la moins bonne. Évidemment, les enseignants sont sur le terrain et les académies sont là pour décider de quelles applications sont à utiliser. Néanmoins, elles sont sans récupération de données, et, comme je l'ai dit, et en authentification unique. Donc, on protège l'élève dans son usage au quotidien. Le leitmotiv de UNOI, c'est réenchanter l'école. Donc, on sait qu'il y a du décrochage scolaire au niveau du collège. Eh bien, utiliser des petites applications au niveau du sport, de la musique, le relier aux mathématiques par rapport à... Ça aide les élèves à accrocher parfois en classe. On sait qu'il y a des difficultés de ce point de vue-là. Et ensuite, sur les élèves avec des difficultés particulières, ça permet à des enseignants de continuer leur classe. On sait le nombre d'enseignants qu'il y a en classe... le nombre d'élèves qu'il y a en classe et les enseignants qui ne sont pas toujours face aux classes. Du coup, ça permet aux enseignants de faire des groupes, de s'assurer que tout le monde suive et donc d'avoir le bon niveau d'enseignement en classe via ces applications qui sont très utiles au quotidien. Et les élèves se raccrochent du coup à une classe normale au sens où on entend 30 élèves face à un tableau, quoi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas évidemment à continuer à nous les poser dans ce webinaire en direct ou en replay. Même si vous êtes en replay, vous pouvez poser des questions. On y voit plus clair sur les offres de UNOI. Comment ça s'inscrit justement avec le GAP? Quel est le lien? Comment on fait quand on veut concrètement mettre en place un projet numérique dans une école? Alors, quand il y a un projet numérique, déjà, on essaye d'identifier correctement le besoin. Et à partir de là, donc, vous voyez à l'écran... notre implantation au niveau national, nous avons 26 implantations, donc nous sommes au plus près des collectivités territoriales, mais ça c'est historique depuis plus de 50 ans, depuis la création de l'UGAP en 1968 précisément. On a un centre d'appel aussi qui permet aussi d'un premier niveau de pouvoir informer nos clients sur nos offres qui sont disponibles. Et aussi, nous avons un site internet de e-commerce en ligne où vous avez la grande partie de nos offres éducatives qui sont présentes dessus, où nous avons des pages dédiées au TNE, des pages dédiées aux différents programmes, la NEF aussi, avec toutes nos offres qui sont commandables en ligne. Donc il faut savoir que l'UGAP, c'est environ 1,4 million de références, tout marché confondu, et sur ugap.fr, c'est un peu plus de 600 000 références. Donc ça, c'est des éléments très très importants. Après, la partie stratégique RSE qu'on parlait tout à l'heure est très importante aussi pour l'UGAP. Comme vous voyez à l'écran, on est sur 5 piliers parce que l'UGAP, c'est surtout s'inscrit dans les enjeux de la loi climat et résilience. Donc il faut savoir que les 5 piliers de l'UGAP, c'est accélérer la transition écologique pour promouvoir l'économie circulaire et surtout en réduisant l'empreinte carbone des achats. C'est de promouvoir l'humain. Et d'ailleurs, vous voyez au niveau que de nos offres, 96,7% de nos offres ont un critère environnemental, donc qui sont déjà inclus dans nos marchés depuis la mise en place de notre feuille de route. Nous avons aussi le pouvoir, le promouvoir de l'humain en soutenant l'économie sociale et solidaire et surtout l'accessibilité à la commande publique de toutes les structures publiques. C'est-à-dire que nous, on ne fonctionne pas qu'avec des grosses structures, c'est qu'on fonctionne avec tout le monde. Et donc, un autre indicateur, 52,9% des informations, là, vous pouvez voir à l'écran, permet de maintenir cela. Après, nous soutenons l'économie nationale, et ça, c'est très important aussi. Vous pouvez regarder à l'écran que plus de 7454 références sont fabriquées en France. Donc ça, c'est un critère très important. Enfin, les 2 derniers piliers, c'est garantir la performance de l'achat et valoriser l'empreinte RSE, donc en mettant en place justement les meilleures conditions possibles de l'achat public, d'avoir toujours les prix les plus performants possibles. Et le gros avantage qu'on a à l'UGAP, c'est étant donné qu'on exécute nos offres, c'est qu'on a la possibilité, nous, de valoriser l'empreinte carbone auprès de nos clients avec des outils qui sont mis en place de traçabilité des produits qu'ils peuvent commander à l'UGAP.
Donc ça fait partie en tout cas des enjeux. Et donc concrètement, on veut mettre en place un projet, on peut vous contacter en tant qu'école, en tant qu'établissement. Tous les acheteurs publics sans exception peuvent contacter l'UGAP ou LCC en tant que titulaire de l'appel d'offres. Il nous explique donc on a une équipe commerciale dédiée, bien évidemment, des spécialistes informatiques sur l'enseignement numérique. Donc il y a une prise de contact, on identifie le projet, on regarde l'ampleur, on est capable de gérer aussi bien un petit projet local comme un projet au niveau national ou départemental. On a déjà eu, par exemple, à l'été 2020, on a fait le pilotage du TNE pour les départements 02 et 95, donc avec beaucoup de... On avait 1200 écrans interactifs, on avait 800 ENI, on avait plus de 5000 tablettes à déployer, 1000 sacs à dos pour les professeurs en cas de reconfinement, parce qu'on était à cette période-là en post-Covid. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est capable de gérer tous les projets, que ce soit un petit projet local au niveau national, et après, en fonction de l'importance, on va mettre les équipes, on a des équipes projets qui sont identifiées dans le marché de l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'il y a un chef de projet qui est déterminé et qui permettra justement d'accompagner le client dans toutes les phases de consultation, de devis, configuration, je dirais même de ce qu'on appelle l'époque, donc éventuellement donc de tests pour voir que ça fonctionne bien dans le système de Proof of formation. concept. Exactement. Et puis jusqu'à la livraison, et en intégrant justement tous les aspects RSE, on les sensibilise sur l'aspect livraison qu'on a vu avec SCC. Et l'exemple majeur cette année, c'est le renouvellement du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, où nous avons monté un dossier complet pour pouvoir justement mettre en lumière et en valeur un peu, au-delà de vendre un device, c'est aussi tout l'accompagnement qu'il y a derrière. SCC, à quel niveau vous intervenez justement sur la mise en place de ces projets? Alors nous, on a une offre qui est très large, puisque donc on intervient autant sur les logiciels que les services d'accompagnement, le matériel, ça peut être les infrastructures, le Wi-Fi dans les écoles, parce que pour que tout ça marche, parfois il faut... Donc voilà, donc on a un spectre vraiment large, donc, et on a des équipes réparties partout en France, donc avec des chefs de projet, des techniciens qui interviennent dans les établissements. Et donc l'idée, dans des projets avec UnoWise, c'est en amont de ces projets, on a tous un devoir de conseil, donc c'est vraiment écouter au mieux le besoin, et puis ensuite construire avec nos clients l'offre la plus adaptée par rapport à leurs usages, et mettre effectivement du matériel sans accompagnement. En général, ça fait longtemps que ça se fait, et ça fait longtemps que les matériels peuvent rester dans des placards. Donc là, l'idée, c'est vraiment mettre le paquet sur l'accompagnement des projets pour qu'à l'arrivée, il y ait des usages et que ça profite aux élèves dans leur appropriation du numérique. Et donc, en lien avec l'UGAP, on a vraiment de la chance, puisque en fait, on dispose de plusieurs marchés en commun avec l'UGAP. Marché service qui permet le déploiement, marché écran numérique interactif, on a dit, qui permet d'équiper, voilà, marché solutions numériques pour l'éducation, dans lequel figure UnoWise. Et donc c'est un petit peu comme un puzzle, et c'est en allant nous appuyer sur ces différentes briques qu'on peut composer pour chaque collectivité ou établissement scolaire son projet spécifique. Donc ça peut être des toutes petites écoles et des directrices d'école qui nous appellent dans le cadre des projets NEFL, parce qu'elles ont un projet journalisme et qui veulent une quinzaine de tablettes. Alors, c'est notre travail aussi de les sensibiliser au fait que du matériel brut, c'est pas forcément suffisant, et que la protection, le filtrage Internet sont des choses qui vont être intéressantes. Donc ça peut être des tout petits projets à cette échelle-là, et puis ça peut être des projets, on a cité les Pyrénées-Orientales, on a aussi travaillé pour le département de la Saône-et-Loire là, cet été. On peut déployer massivement des départements, des régions. Notre collaboration permet de le faire, et le cadre de l'UGAP permet aussi, dans un cadre juridique rassurant pour les clients, de déployer aussi des grands projets quand c'est le cas. Jusqu'au Drumcom. Jusqu'au Drumcom, effectivement. Ouais, exactement. C'est important. Et d'ailleurs, je me demande si on n'est pas regardé en ce moment par des gens, mais effectivement, ça peut être
Ça peut être la Réunion, la Guyane, la Martinique et tous les autres. Parce que l'un des avantages de l'UGAP, c'est ce cadre juridique. On n'a pas toute la lourdeur parfois des appels d'offres. Comment ça fonctionne concrètement? C'est-à-dire que quand vous vous adressez à l'UGAP, vous n'êtes pas soumis au Code des marchés publics. Vous avez la couverture et la garantie juridique parce qu'en amont, nous avons passé les appels d'offres. Et c'est le gros avantage, c'est que quand vous adhérez à l'UGAP, vous n'avez pas besoin d'adhérer, donc sans adhésion, et surtout nous sommes une structure publique, nationale publique sous tutelle, complètement indépendante, sans subvention, sans aide de l'État. Et le gros avantage, évidemment, quand vous êtes pressé ou vous avez un vrai projet, quand vous êtes soulagé de passer les procédures, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la sérénité pour déployer des projets qui peuvent être importants, encore une fois, que ce soit local ou au niveau national. Nous avons, nous, cette capacité de pouvoir faire des gros déploiements, des petits comme des gros. Ça, j'insiste bien, je le redis, mais c'est très, très, très important. Et puis surtout... c'est des marchés qui peuvent évoluer à tout moment. Là, il n'y a pas longtemps, la DNE nous a dit, voilà, conformément à la loi Abeille, il faudrait voir si vous pouvez référencer un module spécifique pour la sécurité des enfants au niveau de l'utilisation du Wi-Fi. Donc ça, c'est des choses, vous voyez, qu'on fait évoluer dans nos marchés pour répondre vraiment à chaque fois à la demande du ministère et d'être en conformité pour la sécurité des enfants. Hélène Bélanger, quel est l'avantage de passer par You Know Why plutôt que de grandes marques? Vous citiez tout à l'heure les marques qui sont connues par tous, les GAFAM. Qu'est-ce qui va faire la différence avec You Know Why? La différence, c'est qu'on est une verticale uniquement éducation. On mange, on dort, éducation du matin au soir. On est sur le terrain, on en comprend les problématiques. Et donc, du coup, lorsqu'on est en lien avec des partenaires comme l'UGAP et SCC, on remonte aussi ces problématiques assez facilement. On est fabricant, on est en France, nos équipes elles sont en France, le support est en France, l'hébergement est en France, donc vraiment c'est aussi le parti pris par rapport à l'éducation des élèves de faire le bon choix d'un équipement et d'un accompagnement et de solutions qui sont pour les petits Français, si je puis dire dans ce sens-là. Et donc du coup, la sécurité des solutions que l'on apporte dans ce cadre. Vous continuez à nous envoyer les questions, elles vont m'arriver dans quelques secondes par l'oreillette. Avant cela, une petite question pour vous, Ludovic Olive. On peut aller très loin dans les projets qui sont proposés, on peut vraiment avoir des grandes ambitions et vous, après, vous raisonnez peut-être parfois, vous cadrez, vous fléchez budgétairement, puisque c'est souvent le nerf de la guerre, comment je finance. C'est aussi votre rôle? Alors non, ce n'est pas notre rôle de budgéter le projet. Nous, on est là pour apporter un conseil. C'est surtout le conseil et l'accompagnement en expliquant un peu les différents appels d'offres qui sont disponibles et de voir justement quelles sont les offres qui seront les plus adaptées à la demande. Et on répondra toujours à une demande budgétaire, mais nous, on n'a pas la faculté de déterminer un budget pour la collectivité, parce qu'après, tout dépend de sa politique financière mise en place et le budget qu'il dispose à l'année. Mais notre rôle, c'est surtout d'accompagner et de conseiller. Quelle va être la durée moyenne d'un déploiement d'un projet numérique? Comment ça va fonctionner? Quel est le calendrier? On est en début d'année. Est-ce qu'on peut avoir des choses avant Noël si on veut équiper, faire des équipements? Comment ça marche? Avec grand plaisir, si c'est disponible, on le fait le plus vite possible. Mais voilà, encore une fois, on met en fonction de l'importance du projet, on met un chef de projet dessus et qui va déterminer un petit peu l'ampleur du projet, et c'est là que ça peut se déployer. Il faut savoir que les produits sont en général disponibles, sauf si effectivement un constructeur nous dit voilà, on a un problème pour X raisons économiques ou industrielles de production. Mais dans nos marchés, il y a des délais de façon quoi qu'il arrive à respecter, et les délais sont respectés sous peine d'avoir des pénalités. Donc, et c'est l'avantage aussi de notre établissement, c'est que quand un client s'adresse à nous, on gère de A à Z, du devis, facturation, SAV, litige potentiel. Donc, l'avantage, c'est qu'il est soulagé aussi de toutes ces procédures-là. Le fait d'avoir des relais aussi de terrain, c'est hyper important. On a des gens qui sont proches de nous, qui peuvent parfois venir voir quel est le besoin, le quantifier, venir dans la salle de classe. C'est ça. Donc, nous, on a des équipes de chefs de projet vraiment au plus proche du terrain, qui sont dans les établissements, qui s'assurent de la qualité des déploiements. Donc, oui, c'est vraiment des relations humaines. Les équipes You Know Why sont sur le terrain, les nôtres, sur ce côté logistique, ils sont aussi. Puis donc, en termes de délai,
Là, il y a des projets qui arrivent en ce moment là, pour la fin d'année. Voilà, on sait les livrer sur des délais en général de 5 semaines. Et puis, il y a des plus gros projets où là, plus on a le temps de les travailler en amont, meilleur c'est. Mais on a eu récemment des commandes au mois de juin qu'on a su déployer pour que ça soit fonctionnel dès la rentrée, malgré la fermeture des établissements. Donc voilà, on a des équipes nombreuses sur le terrain et on fait au mieux en fonction des contraintes et des délais de nos clients pour que tout atterrisse dans les meilleures conditions, dans les délais qui leur conviennent. Vous parliez, Hélène Bélanger, tout à l'heure du volet formation, puisque évidemment, c'est la scène, je pense qu'elle a marqué des élèves et ça doit encore exister, mais on a un prof qui reçoit le tableau numérique, qui n'a pas toutes les infos, qui sort son feutre, qui écrit dessus, et puis après on a à vie une trace de feutre sur le tableau numérique, puisqu'un élève a crié « Non, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur ». Pour pas éviter, c'est une scène vécue, mais c'était il y a quelques quinzaines d'années sur les premiers tableaux. Je pense que ça a bien évolué. Cet aspect formation, comment il fonctionne concrètement? Est-ce que ça s'inscrit peut-être parfois dans le cadre des heures de formation peuvent avoir les enseignants à l'Éducation nationale? Alors, il y a deux choses chez UNOI. Il y a une première partie qui est l'accompagnement à la prise en main sur nos matériels, où on a des chefs de projet à chaque compte, en fait, à chaque collectivité est adressé un chef de projet chez nous qui va sur le terrain à la première prise en main et ensuite pendant les 4 ans de licence qui vient à chaque rentrée ou à la demande des établissements pour aller opérer sur le terrain dans leur écosystème du coup numérique. Donc, est-ce qu'il y a un tableau? Est-ce que notre matériel interagit bien? Comment, dans des petites séquences avec des applications, on les accompagne là-dessus? Donc ça, c'est l'accompagnement vraiment de terrain, de proximité. Et donc la collectivité qui nous achète notre matériel a cette garantie-là en investissement sur 4 ans d'avoir cet accompagnement-là. Donc c'est vraiment la force de notre offre. Et ensuite, on est centre de formation, la School Academy, ici au campus à Neuilly, où là, on reçoit chaque année des professeurs sur le numérique éducatif. L'idée est d'accompagner à de la prise en main classique, d'ailleurs, pas que sur nos matériels, d'ailleurs, donc avec le TBI, le NI, mais aussi tous les matériels numériques, les petits robots, enfin tout ce qui existe, jusqu'à qu'est-ce que c'est que la RGPD, comment je différencie ma classe, quelles applications j'utilise, pourquoi, comment, avec les élèves j'interagis face au numérique, face aux écrans qui peut-être peuvent se lever, enfin j'ai mes écrans, je ne vois plus mes élèves derrière, enfin voilà, tous ces éléments-là sont aussi de la formation pour que les enseignants sachent comment utiliser le numérique et soit un outil comme leur livre avant, comme des séquences qu'ils peuvent faire à l'extérieur, etc. C'est vraiment un outil et donc on leur explique comment utiliser cet outil à part entière. Et ben voilà, de la formation, de l'information et de l'éducation. Hélène Bélanger, Ludovic Olive, Éric Thomas, merci à tous les trois d'être venus pour ce webinaire. On va réafficher l'adresse email sur laquelle vous pouvez prendre contact. Elle s'affiche dans quelques petites secondes sur votre écran, éducation@fr.scc.com pour initier tous vos projets. Voilà, ça commence par un mail parfois, et puis on est guidé, accompagné, aidé. Si on écrit aujourd'hui, on peut avoir assez rapidement quelqu'un qui vient, qui nous accompagne, qui nous appelle, qui passe du temps avec nous. Oui, tous les projets, en fait, il y a une phase de qualification. Effectivement, on prend contact et on prend le temps de mesurer les besoins, de conseiller les collectivités. Ça peut se faire au téléphone, en visio. On va sur place aussi, on a un réseau qui nous permet d'aller sur place rencontrer les clients. Donc oui, tout à fait. À partir d'un premier contact par mail, effectivement, le reste suit, les contacts avec les chefs de projet UNOI suivent, et puis les contacts avec les CSI UGAP aussi s'enclenchent, et donc on peut rapidement bâtir son projet à partir de ça. Et la maintenance, tiens, on en a un peu parlé, mais si j'ai un écran qui tombe en rade, qui s'en occupe? Je me tourne vers qui? C'est prévu heureusement. C'est prévu, c'est contractuel dans les appels d'offres. Donc, c'est des contrats, c'est des extensions. Alors, il y a les garanties de base et il y a aussi des extensions de garantie aussi complémentaires possibles pour avoir plus de sérénité sur justement la partie technique des produits. Donc, ça, c'est bien identifié. Et sur des gros projets, il y a même des systèmes de ce qu'on appelle de spare, de change. C'est-à-dire que s'il y a une tablette qui casse ou un PC qui casse, possibilité de le faire remplacer tout de suite le matériel, le temps qu'il soit réparé s'il est réparable. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont organisées méthodiquement et qui sont bien identifiées dans les appels d'offres parce que c'est une obligation.
Merci à tous les trois d'être venus pour ce webinaire. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'on aura pu vous éclairer. On réaffiche une dernière fois l'adresse mail pour les questions, si jamais vous en avez. Passez une excellente journée. À très bientôt sur les réseaux sociaux pour un nouveau webinaire.